Le respect ne se perd pas en un seul jour, il meurt petit à petit. Il meurt chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler mal de quelqu'un qui n'est pas présent. Il meurt chaque fois que tu promets quelque chose et que tu ne le tiens pas. Il meurt lorsque tu interromps parce que tu crois que ta voix est plus importante que celle des autres. Et il finit par disparaître lorsque tu fais de la plainte ta carte de visite. Ces habitudes semblent petites, elles semblent faire partie de la vie quotidienne, mais elles sont comme de l'acide, invisibles au début, corrosives avec le temps. Et le pire, c'est qu'elles détruisent ton image auprès des autres tout en révélant ce que tu es à l'intérieur. Quelqu'un qui ne se maîtrise pas, quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. Les stoïciens l'ont averti il y a des siècles. Épictète disait que celui qui ne contrôle pas sa langue est esclave d'elle. Sénèque enseignait que la plainte est l'excuse des faibles. Et Marc Aurèle a écrit que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait en silence. Si tu ignores ces leçons, tu creuses ta propre tombe sociale et professionnelle sans t'en rendre compte. Cette vidéo n'est pas pour adoucir les vérités. Elle est là pour te montrer en face ce que tu soupçonnes peut-être déjà. Ce sont tes habitudes, pas tes ennemis, qui peuvent ruiner ta réputation. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut être le coup dont tu as besoin pour te réveiller et commencer à reconstruire le respect que tu mérites. 1. Le silence qui protège ton respect face aux paroles vides. La rumeur est comme une fumée noire qui semble inoffensive au début, flotte dans l'air et se dissipe rapidement, mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle imprègne tout ce qu'elle touche et laisse une odeur difficile à enlever. Chaque fois que tu y participes, même avec un mot ou un rire complice, tu salis ton nom sans t'en rendre compte. Ce que tu dis sur les autres finit par en dire plus sur toi que sur la personne dont tu parles. Parce que la rumeur n'est pas un simple commentaire, c'est un acte de trahison envers la confiance. Et la trahison, aussi petite soit-elle, devient une marque que les autres n'oublient pas. Le colporteur n'a pas besoin d'ennemis, il se détruit lui-même. Parler des autres dans leur dos montre une faiblesse, montre de l'envie et surtout montre une incapacité à maîtriser la langue. Épictète disait que la langue est comme un animal sauvage. Si tu ne la contrôles pas, elle te dévore. Chaque mot que tu lances sans réfléchir te dépeint comme quelqu'un qui ne mérite pas de respect. Parce que si aujourd'hui tu parles d'un tiers, demain quelqu'un supposera que tu feras la même chose avec lui. Et à ce moment-là, ta parole ne vaut plus rien, ta présence cesse d'inspirer confiance et ce que tu touches devient suspect. La rumeur est attrayante parce qu'elle donne l'illusion du pouvoir, de contrôler une vérité cachée, mais en réalité c'est une chaîne qui te rend esclave de la banalité. Parler des autres est la sortie facile pour ceux qui n'ont pas le courage de parler d'eux-mêmes, de leurs erreurs et de leurs projets. C'est pourquoi le silence face à la rumeur n'est pas de la lâcheté, c'est de la force. Se taire quand tout le monde murmure montre du caractère, montre que tu n'as pas besoin de salir personne pour briller. Sénèque prévenait que le sage ne perd pas son temps sur ce qu'il ne peut améliorer. Qu'améliores-tu en générant des rumeurs? Rien. Tu affaiblis seulement ton image et tu te rapproches de devenir quelqu'un d'irrélevant. En revanche, lorsque tu choisis de garder le silence, tu protèges ton énergie, ton temps et ta réputation. La personne qui s'habitue à ne pas participer à la rumeur envoie un message fort. Ici, on ne perd pas de temps avec des futilités. Ici, on ne joue pas avec la dignité d'autrui. Cette attitude génère du respect, même si personne ne te le dit directement. Parce que tout le monde sait que si tu ne parles pas mal des autres, tu ne le feras pas non plus d'eux. Cette cohérence construit une réputation solide, tandis que les autres s'épuisent dans des conversations vides. La rumeur révèle aussi de l'impatience et un manque de but. Parler de ce que fait un autre est une façon d'échapper à ce que tu ne fais pas toi-même. Et c'est là la clé. Celui qui parle beaucoup des autres agit peu dans sa propre vie. C'est pourquoi, si tu veux te distinguer, garde le silence et concentre tes paroles sur ce qui construit. Parle d'idées, de projets, d'actions, pas de personnes absentes. Marc Aurèle disait que ce à quoi tu penses fréquemment définira ton esprit, et il en va de même pour tes paroles. Ce que tu dis fréquemment définira ta réputation.
Si tes paroles sont du poison, ta réputation mourra lentement. Mais si ton silence est ferme, ton respect grandira. Pratiquer cette habitude exige de la discipline, mais aussi du courage. Parce que se taire dans un environnement où tout le monde murmure te fait devenir un étranger, quelqu'un qui brise la norme. Et cette rareté est celle qui construit le respect. Le silence est un mur qui protège ta dignité. Tu n'as pas besoin de rejoindre le jeu des faibles. Tu as besoin de montrer par des actes que ta vie est trop grande pour se perdre dans de petites rumeurs. 2. Tiens tes promesses, même les plus petites. Chaque tour haute s'effondre, non pas à cause d'un seul coup, mais parce que de petites fissures ignorées affaiblissent sa base avec le temps. Il en va de même pour la parole. Ce n'est pas le grand mensonge qui détruit la confiance, mais ces promesses minimales qui se brisent en silence. Assurer que tu arriveras à une certaine heure et échouer, offrir de l'aide et disparaître, te engager dans une action et l'oublier. Chaque manquement est un signe de fragilité intérieure et, tôt ou tard, fait que personne ne croit en ce que tu dis. La parole est le fondement de tout respect. Tu peux avoir du charisme, tu peux montrer du talent, mais si ce que tu dis ne se réalise pas, ta présence perd de son poids. Le respect ne se construit pas avec des discours, il se construit avec des actes qui soutiennent ce que tu annonces. Et lorsque cette base se brise, ta réputation devient une ruine. Les gens se souviennent, même s'ils ne le mentionnent pas, de chaque fois que tu n'as pas tenu parole, de chaque excuse répétée. Et pendant que tu l'oublies, ils le gardent comme une marque indélébile. Sénèque avertissait que celui qui promet trop finit par être pris au piège de ses propres mots, car promettre sans conscience, c'est de la vanité déguisée en bonne intention. Tu dis oui pour impressionner, mais en réalité tu montres une peur de décevoir, une incapacité à mesurer tes forces. Et ce manque de contrôle se traduit par de la faiblesse. Peu importe ce que tu dis en public si, en privé, tes actes contredisent tes paroles. Tenir une promesse, même si elle semble petite, est une manifestation de discipline. Arriver à l'heure, tenir des engagements simples, s'occuper des détails sans tarder, sont des gestes qui peuvent sembler triviaux, mais qui envoient un message puissant. Ta parole a de la valeur. Chaque action accomplie élève ton respect, renforce ton caractère et te distingue dans un monde où beaucoup parlent et peu tiennent parole. Ne pas tenir parole révèle un chaos intérieur. Tu promets ce que tu ne peux pas gérer parce que tu as peur de dire non, tu offres plus que tu ne peux soutenir et tu finis par affaiblir ton image. La solution est de connaître tes limites et de mesurer ta parole avant de la donner. Épictète enseignait que la grandeur ne réside pas dans les discours, mais dans la cohérence entre la pensée, la parole et l'action. Cette cohérence est ce qui définit quelqu'un digne de respect. Chaque engagement compte. Il n'y a pas de petites promesses, car pour celui qui attend, toutes ont de la valeur. Dire que tu passerais un appel et le faire, assurer que tu serais à un certain endroit et y arriver, t'engager sur un détail minime et le tenir, sont des preuves concrètes de caractère. Et lorsque les autres remarquent que ta parole est respectée, ta valeur augmente et ta réputation devient un bouclier solide. Le non-respect, en revanche, produit une usure silencieuse. Tes paroles commencent à sonner creux, ta présence cesse d'inspirer confiance, tes promesses perdent leur sens. Ainsi, tu deviens quelqu'un de toléré, mais jamais respecté. Marc Aurèle rappelait que la véritable grandeur se mesure dans la discipline du quotidien. Cette discipline commence par la parole que tu donnes et que tu tiens. Tenir une promesse n'est pas une question de perfection, c'est une question de décision. Cela demande de l'effort, de l'inconfort, de la constance, mais cela montre aussi que tu maîtrises ton caractère. Lorsque ta parole est ferme, même sans fioriture, ton respect se multiplie. Et si tu veux préserver ta réputation, souviens-toi de ceci. Chaque promesse tenue renforce ton nom. Chaque promesse brisée le détruit. 3. Entraîne l'écoute stoïcienne. Le respect se gagne plus par la façon dont tu écoutes que par la force avec laquelle tu parles.
Pense à une rivière sereine qui avance sans faire de bruit, profonde et constante, tandis qu'un ruisseau superficiel déborde de bruit inutile. C'est la différence entre celui qui sait écouter et celui qui interrompt sans patience. Interrompre n'est pas seulement une mauvaise éducation, c'est un coup direct contre la confiance. C'est montrer que ton ego ne supporte pas de céder de l'espace et que tes paroles valent plus que celles des autres. Chaque fois que tu le fais, tu brises un fil invisible de respect qui peut-être ne se réparera jamais. L'interruption constante est un symptôme d'anxiété et d'ego débordant. Cela signifie que ton esprit ne peut pas attendre, que tes idées veulent s'imposer à tout prix. Mais la réalité est cruelle. Celui qui interrompt ne démontre pas de pouvoir, il démontre un manque de contrôle. Marc Aurèle enseignait que se maîtriser soi-même est la plus grande des victoires. L'écoute est une preuve de caractère. Écouter sans anxiété révèle de la patience, de l'humilité et de la discipline. Un leader qui interrompt perd de la crédibilité, mais celui qui écoute attentivement gagne du respect même avant de parler. Le silence pendant qu'une autre personne expose son idée n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Il permet de comprendre ce que les autres ne voient pas, de mesurer les émotions présentes, de détecter ce qui se cache derrière les mots. Celui qui écoute calmement a plus de pouvoir que celui qui parle sans contrôle. L'interruption détruit également les liens personnels. Personne ne veut parler avec quelqu'un qui coupe les phrases, qui ne laisse pas finir, qui transforme chaque dialogue en compétition. Les relations s'érodent, car l'autre personne se sent invisible, peu valorisée, réduite à un simple décor pour ta voix. Écouter, en revanche, transmet du respect et génère de la confiance. Sénèque soulignait que la hâte est l'ennemi de la sagesse. Interrompre, c'est agir avec hâte, c'est vouloir prouver que tu en sais plus avant l'heure, c'est de l'anxiété déguisée en intelligence. Mais à la fin, celui qui écoute calmement apprend plus et parle avec plus de précision. La discipline de se taire quand les autres parlent te place au-dessus de ceux qui ont toujours besoin d'imposer leur voix. S'entraîner à l'écoute stoïcienne implique d'admettre que ton opinion n'est pas toujours la plus précieuse, que tu n'as pas besoin d'être le centre de chaque conversation. Cela signifie choisir la patience plutôt que l'ego, la compréhension plutôt que l'impulsion. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise de soi. Écouter te donne un avantage parce que tu absorbes de l'information, parce que tu détectes des erreurs chez les autres, parce que tu apprends de chaque mot étranger. Et cet avantage se traduit par le respect, l'influence, l'autorité réelle. Le respect se perd lorsque tu interromps parce que tu révèles que tu ne te soucies pas de ce que les autres disent. Il se gagne lorsque tu écoutes parce que tu démontres de l'autocontrôle et de la considération. Dans la vie professionnelle, écouter construit la confiance dans les équipes, permet des décisions plus sages et évite des conflits inutiles. Dans la vie personnelle, écouter calmement renforce les liens et fait de ta présence un refuge. Pratiquer cette habitude exige une discipline quotidienne. Elle nécessite de te rappeler que ta voix ne doit pas toujours passer en premier, que parfois le silence est plus puissant que n'importe quel argument. Lorsque tu contrôles l'urgence d'interrompre, tu maîtrises ton ego et tu projettes la grandeur. Parce qu'à la fin, celui qui écoute en silence avec fermeté devient celui dont la parole, lorsqu'elle arrive enfin, pèse plus que toutes les autres. 4. Remplace les plaintes par l'action ou l'acceptation. Le poison ne se présente pas toujours dans une coupe sombre. Il arrive souvent goutte à goutte, invisible, jusqu'à contaminer tout ce qu'il touche. C'est ainsi que fonctionnent les plaintes excessives. Elles semblent être des décharges momentanées de frustration, mais en réalité, elles deviennent une habitude corrosive qui épuise ton énergie, affaiblit ton image et empoisonne l'atmosphère autour de toi. Celui qui s'habitue à se plaindre finit par être esclave de la négativité et projette une identité fragile, incapable de faire face à la vie avec force. Se plaindre sans frein ne résout rien, mais détruit beaucoup. Cela éloigne les gens, use la patience de ceux qui t'entourent et construit une réputation de faiblesse.
Personne ne respecte quelqu'un qui transforme chaque difficulté en lamentation, car la lamentation sans action n'est rien de plus que du bruit. Et le bruit constant fatigue. Les stoïciens l'ont compris avec une clarté absolue. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui se passe, mais comment tu y fais face. Se plaindre, c'est rejeter la réalité sans avoir le courage de la transformer. Sénèque disait que la plainte est une maladie de l'esprit, car elle piège l'esprit dans un cercle vicieux où chaque jour est perçu comme un fardeau, jamais comme une opportunité. Marc Aurèle répétait que les obstacles sont le chemin, et celui qui se contente de se plaindre face à l'obstacle perd l'opportunité de grandir. Les plaintes excessives révèlent également un manque de responsabilité. Il est plus facile de blâmer les circonstances, le gouvernement, le patron, le partenaire, que d'assumer le rôle de protagoniste. Mais pendant que tu pointes du doigt vers l'extérieur, tu renonces à ton pouvoir intérieur. Cette attitude érode ta crédibilité, car elle montre que tu es incapable de prendre le contrôle. Personne ne suit quelqu'un qui ne sait que se lamenter. Remplacer la plainte par l'action signifie reconnaître qu'il y a des choses que tu peux changer et te diriger vers elles. Si tu n'aimes pas ton corps, fais de l'exercice. Si tu détestes ton travail, prépare-toi pour un autre. Si une relation ne te donne pas la paix, pose des limites ou éloigne-toi. Agir transmet de la force, démontre du caractère, inspire le respect. Même si tu échoues, les gens apprécient plus celui qui essaie que celui qui reste coincé dans la plainte éternelle. Quand tu ne peux pas changer ce qui se passe, le chemin est l'acceptation. Accepter n'est pas se rendre, c'est comprendre que la réalité ne se plie pas aux caprices. C'est choisir la sérénité plutôt que l'épuisement. L'acceptation libère de l'énergie, te permet de te concentrer sur ce qui dépend de toi et te donne une image de maturité. Personne ne respecte celui qui se bat contre l'immuable, mais tout le monde admire celui qui reste ferme au milieu de l'inévitable. L'habitude de se plaindre excessivement transforme la négativité en identité. Peu à peu, tu cesses d'être perçu comme une personne de valeur et tu commences à être vu comme un fardeau. Au contraire, celui qui pratique l'action et l'acceptation transmet de la solidité. Chaque fois que tu choisis d'agir plutôt que de te plaindre, tu gagnes en confiance. Chaque fois que tu choisis d'accepter plutôt que de te lamenter, tu gagnes en respect. Cette combinaison crée une réputation de quelqu'un qui sait affronter la vie sans drame. La plainte constante est la voie de l'impuissance. L'action et l'acceptation sont la voie de la maîtrise de soi. Et celui qui maîtrise son attitude face à l'adversité devient quelqu'un d'impossible à ignorer. Si tu veux que ta parole ait de la valeur, arrête de te plaindre et commence à décider. Transforme ce que tu peux ou embrasse ce que tu ne peux pas changer. C'est la différence entre vivre noyé dans le bruit ou construire un respect qui perdure. 5. Choisissez des conversations qui élèvent. Les mots sont comme des graines. Certaines tombent sur un sol fertile et produisent de la vie, d'autres tombent sur un sol aride et se perdent, et certaines sont un poison qui intoxique ceux qui s'en approchent. Chaque conversation à laquelle vous participez est un terrain où vous semez votre caractère. Si vous choisissez de semer sur un terrain toxique, vous récoltez de l'usure, de la méfiance et de la médiocrité. Si vous choisissez des conversations qui élèvent, vous récoltez du respect, de l'inspiration et de la force. Ce que vous dites et ce que vous entendez façonnent la perception que les autres ont de vous et aussi celle que vous avez de vous-même. Les bavardages vides, chargés de rumeurs ou de critiques sans sens, sont un marécage qui entraîne vers le bas. Celui qui y participe transmet un manque de but et devient quelqu'un d'irrélevant. Peu importe combien de talent vous avez, si votre voix est toujours associée à des commentaires vides, votre influence meurt lentement. Le respect ne se construit pas par la répétition de ce que tout le monde murmure, il se construit par le choix conscient de sujets qui apportent de la valeur. Les stoïciens comprenaient que la qualité de votre esprit dépend des pensées que vous nourrissez. Marc Aurèle écrivait que la vie de chaque personne est ce que ses pensées en font. Il en va de même pour les conversations.
Si vous parlez d'idées, de projets, de solutions, votre esprit se renforce et votre réputation grandit. Si vous parlez de futilité, de ressentiment ou de critiques inutiles, votre esprit se contamine et votre respect se dilue. La différence entre une personne ordinaire et une personne respectée réside dans ce qu'elle décide de discuter. Épictète disait que vous ne devriez pas perdre de temps sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Parler de la vie des autres, des erreurs des autres, des plaintes répétées, c'est justement cela. Une perte de temps qui révèle un manque de maîtrise. En revanche, choisir des conversations qui inspirent démontre de l'intelligence, de la tempérance et de la vision. Celui qui a l'habitude de dialoguer sur ce qui élève devient un référent naturel, car il transmet de la clarté et du but. Dans la vie quotidienne, ce choix se reflète dans des détails simples. Lorsqu'un commentaire destructeur surgit, vous pouvez vous y joindre ou vous pouvez vous taire. Lorsque quelqu'un cherche à vous entraîner dans une conversation sans sens, vous pouvez accepter ou vous pouvez changer de cap. Le silence face à la toxicité et l'initiative pour orienter un dialogue vers quelque chose de constructif sont des actes de caractère. Chaque fois que vous le faites, votre image gagne en respect car vous montrez que votre voix n'est pas disponible pour le trivial. Les conversations qui élèvent ne sont pas toujours philosophiques ou profondes, elles peuvent aussi être pratiques. Parler de solutions au lieu de problèmes, parler d'apprentissage au lieu d'erreurs, parler d'objectifs au lieu d'excuses. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, il s'agit de se concentrer sur ce qui construit. Et cette orientation vers l'utile transforme votre environnement. Peu à peu, les gens ne vous cherchent pas pour des potins, mais pour de la clarté, pas pour des plaintes, mais pour des conseils. La plainte et la critique vide génèrent une identité faible. Le choix de conversation qui apporte génère une identité solide. Votre réputation s'élève lorsque vous montrez que votre temps est précieux, que votre énergie n'est pas gaspillée en boue verbale. Et cette réputation est difficile à briser, car elle repose sur une cohérence visible. Au final, chaque conversation est un miroir. Elle montre qui vous êtes, ce que vous appréciez, ce que vous maîtrisez. Si votre voix est associée à ce qui est bas, vous serez perçu comme bas. 6. Sois transparent avec tes limites. Les murs de verre semblent fragiles, mais ils ont une qualité puissante. Ils permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur sans rien cacher. C'est ainsi que doit être la transparence de tes limites. Lorsque tu ne délimites pas clairement jusqu'où vont tes énergies, ton temps ou ta disposition, les autres poussent, avancent et finissent par t'épuiser. Quelqu'un qui ne sait pas dire stop transmet de la faiblesse, et cette faiblesse érode le respect avec la même force que le mensonge. Cacher tes limites par peur de déranger, c'est donner du pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Chaque fois que tu acceptes plus que tu ne peux supporter, chaque fois que tu cèdes alors que tu voudrais vraiment refuser, tu construis une image de complaisance qui finit par te coûter cher. Parce que personne ne respecte celui qui dit toujours oui. L'absence de limites claires te transforme en ombre, en quelqu'un qui se dilue dans les désirs des autres et qui n'est jamais pris au sérieux. Épictète enseignait que la liberté consiste à pouvoir agir selon sa propre nature et non sous une pression extérieure. Être transparent avec tes limites, c'est justement cela, vivre selon ce que tu es et non selon ce que les autres exigent. Marc Aurèle rappelait que tu dois prendre soin de ton esprit plus que de tout autre trésor, et cela implique de le protéger de l'invasion de ceux qui cherchent à en profiter. Une limite claire n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. Et c'est cet auto-soin qui suscite un véritable respect. La transparence génère la confiance. Lorsque tu communiques jusqu'où tu peux aller, tu montres clairement que ta parole est sérieuse. Si tu acceptes quelque chose, c'est parce que tu peux vraiment le soutenir. Cette clarté renforce ta réputation car les autres savent qu'ils ne seront pas confrontés à des excuses plus tard. Au contraire, celui qui cache ses limites promet trop et ne tient pas, devient peu fiable et finit par être perçu comme faible. L'absence de limites non seulement érode l'image personnelle, mais contamine aussi les relations. Lorsque tu n'oses pas dire non,
tu accumules du ressentiment. Ce ressentiment se transforme en malaise, en plainte, en attitude passive qui finissent par faire plus de mal qu'un rejet sincère. En revanche, la transparence coupe court à tout malentendu. Quelqu'un qui exprime fermement ce qu'il peut et ne peut pas faire projette de la maturité et du caractère. Sénèque prévenait qu'il n'y a pas de perte plus grande que de consacrer sa vie à ce qui ne t'appartient pas. Céder ton temps et ton énergie sans mesure, c'est justement cela, te perdre dans des tâches, des demandes ou des relations qui ne te construisent pas. Poser des limites, c'est rappeler au monde que ta vie a de la valeur et que ton respect commence par la façon dont tu te traites toi-même. Personne ne peut respecter celui qui se piétine constamment pour plaire. Pratiquer cette habitude demande du courage. Dire non ne sera pas toujours bien reçu. Il y aura de l'inconfort, des regards, voire des critiques. Mais la réaction des autres ne peut pas peser plus que ta dignité. Au final, ceux qui te critiquent pour être clair avec tes limites sont les mêmes qui bénéficiaient auparavant de ton silence. La transparence n'est pas toujours appréciée, mais elle protège toujours. Le respect ne naît pas de la complaisance, il naît de la détermination à affirmer ce que tu soutiens et ce que tu ne soutiens pas. Chaque limite exprimée est une déclaration d'identité, chaque non bien dit est un signe de maîtrise de soi. La transparence évite les masques, élimine les doubles discours et fait de ta parole un terrain solide. Et dans un monde plein d'hypocrisie, quelqu'un qui est clair sur ses limites devient rare, mais aussi impossible à ignorer. 7. Cultiver la discipline de la ponctualité. Le temps est comme du sable qui s'échappe entre les doigts, impossible à arrêter, impossible à récupérer. Chaque minute perdue ne revient jamais, et chaque retard devient une marque qui laisse une trace sur votre réputation. Être en retard n'est pas seulement arriver en retard, c'est envoyer un message silencieux que la vie des autres vaut moins que la vôtre, que leurs agendas, engagements et attentes peuvent attendre parce que vos excuses sont plus importantes. Cette perception détruit le respect plus rapidement qu'une insulte directe. La ponctualité ne concerne pas seulement les montres ou les calendriers, elle concerne le caractère. Quelqu'un qui respecte le temps des autres démontre de la discipline et de la considération. En revanche, celui qui est constamment en retard projette du désordre, un manque de sérieux et une absence de contrôle personnel. Marc Aurèle rappelait que nous ne devons pas agir comme si nous allions vivre éternellement, parce que chaque instant compte. Être en retard érode la confiance, tant sur le plan personnel que professionnel. Les amis et la famille se lassent d'attendre. Les patrons et les collègues perdent foi en votre responsabilité. Les partenaires et les clients perçoivent que vous n'êtes pas fiable. Peut-être ne vous le disent-ils pas, mais ils le pensent. Chaque retard est une brique de plus dans le mur qui vous sépare du respect. Et lorsque l'habitude se répète, les gens cessent de compter sur vous, même si vous êtes talentueux dans d'autres domaines. Épictète enseignait que la véritable liberté est obtenue en gouvernant ses propres actions. Arriver à l'heure est une preuve de maîtrise personnelle, que vous êtes maître de votre vie et non esclave du désordre. Sénèque soulignait qu'il n'y a pas de ressource plus précieuse que le temps. Et pourtant, ceux qui sont en retard agissent comme s'il était le moins cher. Le respect du temps commence par vous-même et ce n'est qu'alors qu'il se projette sur les autres. La ponctualité est aussi une forme d'humilité. Cela signifie reconnaître que votre vie n'est pas plus importante que celle des autres, que leur temps mérite la même considération que le vôtre. Arriver à l'heure convenue est un geste simple mais puissant. Il transmet que vous appréciez l'autre, que sa présence compte et que votre parole a du poids. Cette constance, répétée encore et encore, construit une réputation solide. Le manque de ponctualité, en revanche, est toujours accompagné d'excuses. Le trafic, les imprévus, l'horloge que vous n'avez pas vue. Mais les excuses ne gomment pas la réalité. Vous n'avez pas planifié, vous ne vous êtes pas anticipé, vous n'avez pas accordé l'importance nécessaire. Et chaque excuse, loin de réparer le manque, érode davantage votre crédibilité. Les gens respectent ceux qui assument leurs erreurs et s'améliorent
pas ceux qui se justifient par des phrases vides. Pratiquer la ponctualité, c'est entraîner la discipline. Cela signifie planifier à l'avance, organiser la journée, laisser de la marge pour l'inattendu. Il ne s'agit pas d'obsession, il s'agit de respect. Chaque fois que vous arrivez à l'heure, vous démontrez de l'autocontrôle. Vous envoyez un message silencieux de sérieux et vous semez la confiance. Cette confiance devient un atout inestimable qui ouvre des portes dans n'importe quel environnement. La ponctualité est le miroir de votre caractère. Celui qui arrive à l'heure démontre de l'ordre, celui qui est en retard reflète le chaos. Chaque minute respectée est un signe d'intégrité, chaque retard répété est un signe de faiblesse. Dans un monde où la majorité se contente de justifier son désordre, vous vous démarquerez non pas par des discours, mais par des actes. Et peu d'actes pèsent autant que d'apparaître au moment exact où vous avez dit que vous le feriez. Dans une discussion, tu n'as pas besoin d'élever la voix pour démontrer ta force. Tu as besoin d'intelligence pour ne pas perdre le contrôle. La plupart des gens pensent que le respect s'obtient en criant plus fort. Mais en réalité, tout ce qu'ils font, c'est se rabaisser. Chaque mot prononcé avec colère est une arme qui se retourne ensuite contre eux. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à répondre avec fermeté, sans perdre son calme, à utiliser des phrases qui ferment les bouches sans avoir besoin d'humilier. Pense à ceci, lorsque quelqu'un essaie de te provoquer, son objectif est de te faire sortir de ton centre. Il veut que tu exploses, que tu montres une faiblesse déguisée en fureur. Et c'est précisément là que tu peux faire la différence. Si tu réponds avec sérénité, avec clarté et avec des phrases qui pèsent plus que les cris, la balance penche en ta faveur. Non pas parce que tu l'as détruit, mais parce que tu as démontré que rien ni personne ne peut te faire perdre le contrôle. Cette vidéo ne parle pas de jolies phrases pour paraître poli. Ici, nous parlons de réponses qui sont des armes d'autocontrôle, des outils qui te placent dans une position de leadership au milieu du conflit. Tu vas apprendre comment faire taire les attaques sans avoir besoin d'humilier, comment fixer des limites sans demander la permission et comment gagner le respect même au milieu de la tension. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras ici ne te servira pas seulement dans une discussion, mais dans n'importe quelle situation de la vie. Tu apprendras à montrer de la dignité lorsque les autres perdent la tête, à inspirer le respect lorsque les autres cherchent à s'imposer en criant. Parce que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de sonner plus fort, mais d'être si clair et ferme que ta seule présence oblige à écouter. 1. Je n'ai pas besoin d'élever la voix pour avoir raison. C'est comme un volcan qui menace d'exploser. La terre tremble, la fumée monte et tout le monde attend l'éruption. Mais soudainement, le volcan reste ferme, sa force contenue dans un silence imposant. C'est ainsi que fonctionne l'autocontrôle au milieu d'une discussion. Quand quelqu'un te provoque, quand il cherche avec des cris et des mots tranchants à te faire perdre ton centre, ils attendent que tu exploses, que ta lave déborde et détruise tout sur ton passage. Mais la vraie grandeur n'est pas de laisser cette énergie se disperser dans le chaos, mais de la transformer en un calme solide qui intimide plus que n'importe quel cri. Dire avec assurance « je n'ai pas besoin d'élever la voix pour avoir raison », c'est comme montrer que ton volcan n'a pas besoin d'éclater pour que tout le monde respecte sa puissance. Dans la vie réelle, les conflits sont inévitables, que ce soit au travail, en famille ou dans la rue. Il y aura toujours quelqu'un qui croit qu'en élevant la voix, il gagne en autorité, que les décibels lui donnent raison, que crier signifie avoir plus de poids dans ce qui est dit. Mais crier est l'outil de ceux qui n'ont pas d'arguments solides, c'est le déguisement de l'insécurité. Et celui qui se laisse entraîner par ce piège finit par perdre, car une fois que tu élèves la voix, tu montres que tu n'as plus de contrôle sur toi-même. C'est ici qu'entre la première leçon. La raison n'a pas besoin de volume, la vérité ne se soutient pas sur des cris, elle se soutient sur la fermeté. Marc Aurèle disait que celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une ville, et cette idée s'applique parfaitement ici. L'autocontrôle est le pouvoir à l'état le plus pur. Une personne qui reste calme quand tout le monde attend son explosion devient un mur qui ne peut pas être renversé.
Et ce qui est fascinant, c'est que cette phrase simple « je n'ai pas besoin d'élever la voix pour avoir raison » n'est pas seulement une réponse stratégique aux discussions, c'est aussi un rappel interne que ta valeur ne dépend pas de la hauteur de tes cris, mais de la clarté de ta pensée. Imagine une réunion où quelqu'un perd son calme, frappe la table et élève la voix en essayant d'imposer son opinion. Tout le monde se sent mal à l'aise, peut-être intimidé, mais ils perçoivent aussi la perte de contrôle. Maintenant, compare cette scène avec quelqu'un qui, face aux mêmes attaques, répond avec une voix calme, ferme et sans trembler, prononçant cette phrase avec conviction. La différence est abyssale. Le pouvoir de cette réponse est qu'elle est pratique et applicable dans n'importe quel scénario quotidien. Elle ne nécessite pas de préparation. Elle ne nécessite pas que tu sois un expert en débat. Elle nécessite seulement que tu te souviennes que tu n'as pas à prouver quoi que ce soit avec des cris. Chaque fois que tu l'utilises, tu marques une limite invisible, un mur émotionnel qui dit « tu peux élever la voix, mais tu ne m'emporteras pas avec toi ». Ce mur crée un effet immédiat. Il désarme le provocateur parce qu'il attendait ta réaction et reçoit ton contrôle. Il attendait ta colère et reçoit ta sérénité. Il attendait un champ de bataille et se trouve face à quelqu'un qui n'a pas besoin de se battre pour gagner. En pratique, dire « je n'ai pas besoin d'élever la voix pour avoir raison », c'est comme planter un drapeau sur ton terrain personnel. C'est montrer que ta force ne dépend pas du bruit, mais de la clarté de ta position. Et il n'y a rien de plus inconfortable pour celui qui cherche à discuter que de se confronter à quelqu'un qui ne joue pas à son jeu. C'est là que tu gagnes du respect, non pas avec des cris, non pas avec des offenses, mais avec un calme qui intimide parce qu'il montre que tu maîtrises la seule chose qui compte vraiment, toi-même. 2. Ta façon de parler en dit plus sur toi que sur moi. Une conversation est comme un miroir. Chaque mot reflète plus celui qui le prononce que celui qui le reçoit. Imagine quelqu'un qui lance des insultes, qui crie, qui perd le contrôle, qui croit qu'il te fait du mal, alors qu'en réalité, il ne fait que montrer au monde la personne qu'il est. Ce qui est curieux, c'est que peu de gens le comprennent. Ils pensent qu'en t'offensant, ils te prennent quelque chose. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de mettre en évidence leur manque de maturité, leur insécurité et leur vide intérieur. C'est l'essence de la deuxième réponse. Rappeler à l'autre, sans agression, que sa façon de s'exprimer parle plus fort que n'importe quel argument. Quand tu dis « ta façon de parler en dit plus sur toi que sur moi », tu n'attaques pas, tu renvoies le regard à son propre miroir. Tu lui rappelles que sa voix, son ton et ses mots sont un portrait de son caractère, et que ce qui sort de sa bouche finit par le décrire beaucoup plus que ce qu'il peut te définir. Cette phrase est un coup silencieux, parce qu'elle désarme. Elle oblige l'autre personne à confronter son image et à comprendre que tout ce qu'elle dit contre toi est en réalité un reflet d'elle-même. Dans la vie quotidienne, cela s'applique dans tous les scénarios. Au travail, lorsqu'un patron ou un collègue s'énerve et lance des commentaires injustes, cette phrase devient une ligne de défense impeccable. Dans la famille, lorsqu'une personne t'attaque avec des reproches, c'est un rappel que le fardeau qu'elle porte en elle n'est pas le tien, c'est le sien. Dans la rue, face à un inconnu qui cherche à te provoquer, c'est un mur qui te protège parce que tu ne réagis pas avec le même venin, mais avec la clarté de quelqu'un qui ne se rabaisse pas. Épictète enseignait que ce que les autres disent ne doit pas te perturber, parce que ce n'est pas sous ton contrôle, et cette réponse est inspirée par ce principe. Tu ne peux pas contrôler ce que quelqu'un dit de toi, mais tu peux contrôler comment tu le reçois. En disant cette phrase calmement, tu montres que tu comprends cette vérité. Tu n'es pas responsable des paroles de l'autre. Il est responsable de ce qu'il prononce, parce que chaque mot révèle son état intérieur. Imagine la scène d'une dispute. L'autre personne élève la voix, ses mots deviennent agressifs, elle pense qu'elle a l'avantage parce qu'elle intimide. Toi, en revanche, tu gardes ton calme et tu réponds clairement, ta façon de parler en dit plus sur toi que sur moi. Tu ne l'as pas insulté, tu n'es pas tombé dans son jeu, mais tu viens de l'exposer devant tout le monde.
Le silence qui suit est inconfortable parce que maintenant les regards sont tournés vers lui, pas vers toi. Tu apparais comme quelqu'un de ferme, conscient, maître de lui-même, tandis qu'il est pris au piège par l'évidence de ses propres actions. Ce qui est puissant dans cette réponse, c'est qu'elle est polyvalente. Elle ne cherche pas à humilier, mais à mettre les choses en perspective. Elle fait en sorte que celui qui t'attaque se regarde dans un miroir qu'il évitait peut-être. De plus, elle protège ta dignité parce que tu ne cèdes pas à la provocation. Tu ne baisses pas ton niveau pour répondre avec les mêmes armes. Et c'est dans cette différence que réside ta victoire. Chaque fois que tu utilises cette phrase, rappelle-toi que tu n'es pas en train de discuter, tu poses une limite. Tu dis, sans crier, que tu n'accepteras pas que le manque de contrôle de l'autre devienne ton problème. Et ce message est plus profond que n'importe quelle insulte. L'intelligence émotionnelle ne consiste pas toujours à se taire, mais à savoir répondre avec des phrases qui transforment une attaque en un rappel de qui a vraiment le contrôle. C'est ainsi que l'on gagne le respect, non pas en élevant davantage la voix, mais en montrant que les paroles de l'autre ne définissent pas qui tu es, elles ne révèlent que qui il est. 3. Parlons quand nous pouvons le faire avec respect. Une conversation est comme un pont. Elle doit être bien construite pour que deux personnes puissent le traverser sans tomber. Si l'un des côtés s'effondre, le pont cesse de servir, et le plus sage n'est pas de risquer de traverser, mais d'attendre qu'il soit réparé. Il en va de même pour les disputes. Lorsque le respect est rompu, il n'y a plus de chemin sûr pour dialoguer. Il ne reste que le risque de tomber dans des attaques, des insultes et des blessures qui mettent du temps à guérir. Dire « parlons quand nous pouvons le faire avec respect », c'est poser une limite claire. C'est refuser de traverser un pont instable et choisir d'attendre le moment où il sera sûr. Beaucoup de personnes pensent que se disputer à tout prix est une façon de montrer sa puissance, que continuer à parler même lorsque le ton est agressif est un signe de fermeté. Mais en réalité, tout ce qu'ils font, c'est s'épuiser. Le respect est la base de toute conversation saine, et lorsqu'il manque, les mots cessent de construire et commencent à détruire. C'est là que la troisième leçon entre en jeu. Tout dialogue ne mérite pas votre énergie, et il est plus précieux de vous retirer avec dignité que de rester dans une arène qui ne cherche qu'à vous nuire. Lorsque vous prononcez cette phrase, vous transmettez deux messages puissants. Le premier, que vous ne vous abaisserez pas au même niveau que celui qui vous attaque. Le deuxième, que votre volonté de parler ne disparaît pas, mais dépend de l'existence d'un respect mutuel. Cela change complètement la dynamique, car cela montre clairement que vous ne fuyez pas le conflit, mais que vous n'acceptez pas non plus des conditions qui vous entraînent à perdre votre centre. Dans la vie quotidienne, cette réponse est particulièrement utile. Pensez à une dispute de couple où la tension monte et les mots commencent à devenir blessants. Au lieu de crier plus fort ou de chercher le dernier mot, dire calmement « parlons quand nous pouvons le faire avec respect », non seulement protège votre dignité, mais protège aussi la relation, car vous arrêtez un cercle de dommages qui coûte ensuite beaucoup à réparer. Au travail, il en va de même, un patron ou un collègue peuvent perdre le contrôle. Mais avec cette phrase, vous posez une limite élégante qui démontre la maturité et l'autocontrôle. Sénèque disait que la colère est une folie passagère, et répondre lorsque l'autre personne est aveuglée par cette folie est comme essayer de raisonner avec quelqu'un qui n'écoute pas. Le respect est la condition minimale pour un dialogue rationnel, et s'il n'est pas présent, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous arrêter et d'attendre. Cette pause, loin d'être un signe de faiblesse, est un acte d'intelligence émotionnelle. Cela signifie que vous savez choisir quand il vaut la peine de parler et quand il est plus sage de se taire. Imaginez une situation où quelqu'un vous crie dessus, vous accuse, vous lance des mots chargés de mépris. La réaction habituelle serait de répondre sur le même ton. Mais si vous le faites, vous devenez une partie du même chaos. Maintenant, imaginez que vous respirez, que vous restez ferme et que vous dites calmement « Parlons quand nous pouvons le faire avec respect ».
Cet instant coupe net la spirale de violence verbale, car il montre clairement qui garde son sang-froid et qui ne le garde pas. Celui qui attendait une bagarre se retrouve face à un mur de dignité qu'il ne peut pas traverser. Ce qui est intéressant avec cette réponse, c'est qu'elle ouvre la porte, elle ne la ferme pas. Il ne s'agit pas de fuir le dialogue, mais de poser des conditions pour que le dialogue soit possible. Vous dites à l'autre que vous êtes prêt à discuter, mais pas selon ses règles de débordement. C'est du leadership, parce que vous n'abandonnez pas la situation, vous la contrôlez en décidant sous quels termes la conversation aura lieu. 4. Je préfère ne pas continuer cette conversation. Il y a des moments où une discussion ressemble à un labyrinthe. Au début, tu penses que tu trouveras une sortie. Tu avances avec l'espoir de résoudre, mais chaque pas que tu fais ne te mène qu'à une impasse. Continuer à marcher ne change rien, cela ne fait qu'augmenter la frustration et la fatigue. À ce stade, le plus sage n'est pas de continuer à frapper les murs, mais de t'arrêter et de décider que tu ne vas pas continuer. C'est ainsi que fonctionne cette réponse. Je préfère ne pas continuer cette conversation et reconnaître que le chemin est devenu inutile et que ton énergie mérite une meilleure destination. Au milieu d'un conflit, beaucoup ressentent le besoin d'avoir le dernier mot. Ils pensent que se retirer est perdre, que s'arrêter est se rendre, alors qu'en réalité, ils gaspillent leur paix dans une bataille qui n'apporte plus rien. La 4e leçon enseigne le contraire. Parfois, l'acte de plus grand pouvoir est de te retirer avec dignité, de montrer que tu ne vas pas gaspiller ton temps ni ton calme dans un dialogue qui a cessé d'être productif. L'important de cette phrase est qu'elle n'est pas une évasion, c'est un choix. Quand tu dis « je préfère ne pas continuer cette conversation », tu ne fuis pas, tu établis une limite. Tu fais clairement comprendre que tu as la capacité d'arrêter ce qui ne s'ajoute pas, que ta valeur ne dépend pas de l'épuisement dans un échange de mots interminable. Et cette décision fait pencher la balance en ta faveur, parce que pendant que l'autre est encore pris au piège dans le labyrinthe, tu as déjà trouvé la sortie. Dans la vie réelle, cette réponse est utile dans différents scénarios. Au travail, quand une réunion se transforme en un cercle de reproches, utiliser cette phrase est une façon de rediriger la situation sans tomber dans la provocation. Dans une relation personnelle, quand une discussion commence à se transformer en un champ de bataille émotionnel, t'arrêter avec dignité évite que vous deux finissiez blessés. Même dans les interactions avec des inconnus, choisir de ne pas continuer une conversation toxique démontre l'autocontrôle et la force. Épictète disait que nous ne sommes pas perturbés par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous l'interprétons. Appliquer cet enseignement ici signifie comprendre que ce n'est pas la discussion qui a du pouvoir sur toi. C'est toi qui décides combien de pouvoir tu lui donnes. En utilisant cette phrase, ce que tu fais est de couper la chaîne de réaction qui alimente le conflit. L'autre personne peut continuer à crier, à insister ou à attaquer, mais toi, tu ne participes plus. Ton silence et ta décision deviennent un bouclier qui le désarme. Imagine une discussion dans laquelle l'autre est désespéré de gagner. Il veut t'entraîner, il veut que tu entres dans son jeu. Toi, en revanche, tu le regardes calmement et dis « Je préfère ne pas continuer cette conversation ». Cette simple ligne le laisse en l'air, car il attendait de la résistance et trouve un mur impénétrable. Le plus précieux de cette réponse est qu'elle te rappelle quelque chose d'essentiel. Ta paix n'est entre les mains de personne d'autre. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de convaincre l'autre, et encore moins besoin de perdre le contrôle pour prouver un point. En te retirant avec dignité, tu envoies un message fort. Ton temps et ton énergie sont trop précieux pour être gaspillés dans ce qui ne mène à rien. C'est la force de cette leçon. Savoir quand s'arrêter est un signe de maturité, car tout conflit ne mérite pas ta présence jusqu'à la fin. 5. C'est ton opinion et je la respecte, mais je ne la partage pas. Un débat peut ressembler à une rivière tumultueuse. L'eau coule avec force, emportant branches, pierres et tout ce qu'elle trouve sur son passage. Certains, en voyant ce courant, sentent qu'ils doivent se jeter et lutter contre lui, crier plus fort que le bruit de l'eau pour être entendus. Mais il existe une autre façon plus sage, reconnaître que la rivière a son cours,
la laisser couler et rester ferme sur la rive. C'est ce qui se passe lorsque vous répondez calmement « c'est ton opinion et je la respecte, mais je ne la partage pas ». Vous n'essayez pas d'arrêter le courant, vous ne vous laissez pas emporter par lui, vous marquez simplement votre position avec sérénité. Au milieu d'une discussion, la plupart cherchent à convaincre l'autre. Il y a un désir d'imposer sa propre vérité, comme si une seule vision pouvait exister. Ce besoin de gagner la conversation est souvent la racine du conflit, car il transforme le dialogue en une bataille d'ego. C'est ici que cette 5e leçon entre en jeu. Vous n'avez pas à renverser l'opinion de l'autre pour défendre la vôtre. Il suffit de la reconnaître sans en faire la vôtre. Il suffit de montrer du respect tout en gardant votre indépendance de pensée. La puissance de cette phrase est qu'elle coupe le cycle de la confrontation. L'autre personne attend de la résistance. Elle veut que vous contredisez chacun de ces mots pour continuer à alimenter la discussion. Mais en répondant de cette façon, vous désarmez son attente. Vous reconnaissez son droit à penser différemment, mais en même temps, vous réaffirmez que vous ne vous joignez pas à sa vision. Vous faites clairement comprendre que votre paix et votre jugement ne dépendent pas de l'approbation des autres. Dans la vie quotidienne, cette réponse peut transformer des situations tendues. Imaginez un collègue de travail qui insiste pour imposer son idée, en élevant le ton et en cherchant à ce que vous acceptiez son point de vue. Au lieu de vous emmêler dans des arguments interminables, vous répondez calmement « C'est ton opinion, et je la respecte, mais je ne la partage pas ». Avec cette phrase, vous évitez non seulement un conflit majeur, mais vous faites également comprendre que vous savez faire la différence entre écouter et céder. Il en va de même dans les discussions familiales, où l'on essaie souvent d'invalider la perspective de l'autre. Utiliser cette phrase, c'est comme placer un mur invisible qui protège votre jugement sans avoir besoin d'attaquer. Sénèque affirmait que la plus grande liberté réside dans l'indépendance de l'opinion des autres. Ce principe se reflète ici. Il ne s'agit pas de vivre isolé des opinions des autres, mais d'apprendre à les écouter sans laisser définir votre identité. Avec cette réponse, vous ne niez pas le dialogue. Au contraire, vous l'enrichissez en montrant que vous pouvez reconnaître l'autre sans vous perdre vous-même. Imaginez une autre scène. Quelqu'un vous attaque avec des phrases comme « Si tu ne penses pas comme ça, tu as tort ». La réaction commune serait de réagir avec la même intensité, de se défendre coup pour coup. Mais si vous dites à la place « C'est ton opinion et je la respecte, mais je ne la partage pas », le poids de la confrontation disparaît de vos épaules et retombe sur l'autre, qui apparaît comme quelqu'un incapable de tolérer la différence. Vous, en revanche, vous restez sur la rive, ferme, sans avoir besoin de lutter contre le courant. Cette réponse éduque également sans imposer. Elle enseigne qu'il est possible de coexister avec des différences sans avoir à tomber dans la haine ou la disqualification. Et le plus important, elle envoie un message silencieux. Le respect ne signifie pas la soumission, écouter ne signifie pas accepter, et la véritable force réside dans le maintien de votre position avec dignité. C'est l'essence de cette 5e leçon. 6. Je ne vais pas discuter parce que ce que je ressens et pense n'a pas besoin d'approbation. Le phare au milieu de la tempête ne rivalise pas avec le rugissement du vent ni avec la force des vagues. Il n'a pas besoin de bouger pour prouver sa puissance. Il reste simplement allumé, ferme, illuminant de sa propre lumière. C'est ainsi que fonctionne la confiance en soi. Quand tu dis « je ne vais pas discuter parce que ce que je ressens et pense n'a pas besoin d'approbation », tu deviens ce phare. Peu importe à quel point la tempête de critiques ou de provocations essaie de te frapper, tu ne vacilles pas, tu ne t'éteins pas, tu ne te tournes pas pour plaire à personne. Tu restes debout parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de validations externes. Dans une discussion, beaucoup sont désespérés pour convaincre. Ils veulent que l'autre accepte leurs idées, qu'ils reconnaissent leurs émotions, qu'ils donnent un sceau d'approbation à leur façon de voir la vie. Mais cette quête d'acceptation est une chaîne invisible, car elle donne le pouvoir de ta paix au jugement des autres. La 6e leçon brise cette chaîne.
En disant cette phrase, tu déclares que ton monde intérieur n'est pas à vendre, que tu n'as pas besoin d'applaudissements externes pour soutenir ta vérité. Dans la vie quotidienne, cette réponse est un bouclier. Pense à une conversation avec une personne qui insiste pour discréditer ce que tu ressens, comme si elle avait l'autorité pour décider quelles émotions sont valides. Au lieu de te perdre dans des justifications, tu prononces cette phrase avec fermeté et la confrontation se termine là. Cela se produit aussi au travail quand quelqu'un essaie de ridiculiser tes idées. Avec cette réponse, tu n'attaques pas, tu n'offenses pas, mais tu places un mur que l'autre ne peut pas traverser. Tu fais clairement comprendre que tu ne cherches pas l'approbation parce que ta conviction est déjà suffisante. Marc Aurèle enseignait que l'opinion des autres est comme le vent, elle change de direction sans s'arrêter. Si tu bases ta vie sur ce vent, tu n'auras jamais de stabilité. Cette réponse reflète cette sagesse. Cela signifie que tu as décidé d'ancrer ta paix dans ton propre jugement et non dans des voies externes. Et cette fermeté génère du respect, même chez ceux qui essaient de te renverser. Imagine la scène. Une personne s'efforce de te déstabiliser, remet en question ce que tu ressens, ridiculise ce que tu penses. Elle attend que tu discutes, que tu te mettes en colère, que tu cherches à la convaincre. Toi, au lieu d'entrer dans son jeu, tu dis calmement « Je ne vais pas discuter, parce que ce que je ressens et pense n'a pas besoin d'approbation. » À cet instant, la balance change. L'autre reste coincé dans son bruit, pendant que tu restes comme un phare dans la tempête. Ta lumière ne rivalise pas avec le vent, elle brille simplement avec plus de clarté. Ce qui est précieux dans cette réponse, c'est qu'elle te rend le contrôle. Tu ne t'épuises plus à essayer de gagner le débat, parce que tu comprends que tout ne mérite pas d'être défendu devant des tiers. Ta vérité intérieure est à toi, et cette certitude est suffisante. Cette attitude ne fait pas seulement cesser les conflits, elle éduque aussi ceux qui t'entourent. Elle leur enseigne que ta dignité n'est pas entre les mains des autres, que ta sécurité ne dépend pas d'un accord externe et que le respect commence quand on respecte ce que l'on porte en soi. La 6e leçon est une déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de justifier chaque pensée ni d'expliquer chaque sentiment pour qu'il ait de la valeur. Le simple fait qu'il existe en toi le rend valide. Et quand tu l'exprimes avec calme et fermeté, le message est clair. Ta paix n'est pas négociable, ta conviction ne se discute pas, ta voix ne s'éteint pas. C'est la force de quelqu'un qui sait que l'approbation la plus importante ne vient pas de l'extérieur, mais de lui-même. 7. Tes mots ne changent pas ma vérité, ils ne font que montrer la tienne. L'écho dans une montagne renvoie toujours ce que tu cries. Si tu lances une insulte revient. Si tu envoies du calme revient. L'écho ne transforme pas le message, il ne fait que le refléter. Et dans ce reflet se révèle qui tu es. Il en va de même dans les discussions. Les mots que les autres utilisent ne définissent pas ta valeur, ils définissent la leur. Quand tu réponds fermement « Tes mots ne changent pas ma vérité, ils ne font que montrer la tienne », tu rappelles que ce que quelqu'un dit en dit plus sur son monde intérieur que sur le tien et que tu n'as pas apporté cette projection. Dans les conflits, nous oublions souvent cette réalité. Nous croyons qu'un commentaire blessant peut ébranler notre essence, alors qu'en réalité, tout ce qu'il fait, c'est dévoiler la façon de penser de celui qui le prononce. Une attaque verbale n'est pas un diagnostic sur toi, c'est une radiographie de l'esprit de celui qui l'émet. La 7e leçon repose sur cette idée. Ne donne pas le pouvoir de ta vérité au jugement des autres. Ce qu'ils disent ne change pas ce que tu es, ça ne fait que les exposer. Dans la vie quotidienne, cette réponse est libératrice. Imagine recevoir une critique destructrice au travail. Quelqu'un dit que tu n'es pas capable, que ton effort ne sert à rien. La réaction facile serait de réagir avec colère, mais avec cette phrase, tu changes la donne. Tu dis calmement que ces mots ne changent pas ta vérité. Et tu reprends immédiatement le contrôle, parce que tu ne nies pas l'opinion de l'autre, mais tu ne lui permets pas non plus de pénétrer dans ton identité. Il en va de même dans la sphère personnelle.
Lorsqu'un membre de ta famille ou ton partenaire te lance des phrases qui cherchent à te minimiser, cette réponse fonctionne comme un mur qui protège ton essence et met en évidence que ce qui a été dit reflète plus leurs blessures que tes défauts. Épictète enseignait que les opinions des autres ne sont que des jugements, pas des vérités absolues. Cette réponse est une application pratique de ce principe. Il ne s'agit pas de te fermer à toute critique, mais de comprendre que souvent ce qu'ils disent reflète leur peur, leur frustration, leurs limitations. En te le rappelant avec sérénité, tu évites de devenir prisonnier de ce qu'ils pensent et tu gardes ton centre intact. Pense à une scène quotidienne. Une personne t'accuse avec dureté, lance des mots chargés de mépris, espérant que tu te brises. Toi, au lieu de tomber dans le piège, tu gardes ton calme et dis « Tes mots ne changent pas ma vérité, ils ne font que montrer la tienne. » Cette réponse coupe l'air comme une épée silencieuse, parce que tu n'as insulté ni humilié, mais tu as clairement fait savoir que tu n'acceptes pas les définitions des autres. L'autre personne se retrouve face à un miroir qu'elle n'attendait pas, obligée de reconnaître que ce qui a été dit en dit plus sur elle que sur toi. La valeur de cette phrase est qu'elle te rend ta liberté. Quand tu comprends que les jugements des autres sont des miroirs de leur monde, tu apprends à ne pas les prendre comme une sentence sur le tien. Cette attitude te renforce parce que tu n'as pas besoin de défendre chaque aspect de ta vie face à celui qui donne son avis sans connaître. Ta vérité se soutient seule. Elle ne dépend ni de l'approbation ni du rejet des autres. La 7e leçon enseigne à utiliser les mots comme une frontière. Il n'est pas nécessaire de crier ni de te justifier. Il suffit de préciser que ce qui est dit ne définit pas qui tu es. De cette façon, tu transformes chaque tentative d'attaque en une révélation sur celui qui l'émet. Et c'est le pouvoir de quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner. Regardez l'autre avec calme et lui rappeler que ces mots ne sont que des échos de lui-même. Celui qui réussit à appliquer cette réponse marche avec légèreté. Le monde ne respecte pas l'homme qui se brise facilement. Il respecte celui qui, même entouré de chaos, reste silencieux, solide comme un rocher au milieu de la tempête. C'est la différence entre être ignoré et être admiré. La plupart des gens vivent en réagissant. Ils explosent à cause d'un commentaire, s'effondrent lorsqu'ils sont rejetés, mendiant de l'attention comme si leur valeur dépendait des autres. Mais cette voie ne mène qu'à la faiblesse et au mépris. Le stoïcisme offre la voie opposée, transformer chaque émotion en discipline, chaque coup en force, chaque silence en pouvoir. Il ne s'agit pas de feindre la dureté, mais de l'être vraiment. Car l'attraction réelle ne vient pas de celui qui cherche la validation, mais de celui qui se tient lui-même, de celui qui transmet la sécurité sans prononcer un mot. Cette force silencieuse est impossible à ignorer. Le paradoxe est simple. Plus vous poursuivez l'attention, plus vous la perdez. Lorsque vous la laissez aller et que vous vous concentrez sur le contrôle de vous-même, l'attention vient d'elle-même. Et c'est le secret qui transforme un homme ordinaire en quelqu'un de respecté, admiré et suivi. Marcus l'a appris lorsqu'il a cessé d'être l'esclave de l'approbation et a commencé à vivre comme un stoïcien, serein, solide, maître de lui-même. Ce que vous allez entendre ici ne sont pas de jolies phrases pour vous motiver un moment, ce sont 8 leçons stoïciennes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. 8 attitudes qui séparent l'homme faible de celui qui inspire le respect et l'attraction sans avoir à le demander. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi maîtriser votre esprit est la clé pour conquérir tout le reste. 1. Apprends à faire une pause avant de réagir. Un homme qui ne sait pas faire une pause est comme un guerrier qui entre dans la bataille, les yeux bandés, frappe sans direction, se blesse lui-même et s'épuise avant d'affronter le véritable ennemi. C'est ainsi que beaucoup vivent. Ils réagissent instantanément, avec colère, avec des mots qui ne peuvent être retirés, avec des décisions qui pèsent ensuite comme des chaînes. Ils ne se rendent pas compte que la véritable force n'est pas dans la réponse rapide, mais dans le fait de savoir attendre le moment exact. Le stoïcisme enseigne que maîtriser cet instant entre le stimulus et la réaction est le premier pas vers la grandeur.
Pensez aux discussions quotidiennes. Quelqu'un te provoque, lance une remarque blessante ou cherche à te faire perdre le contrôle. L'homme ordinaire tombe dans le piège, élève la voix, frappe la table, montre par son manque de contrôle que l'autre a réussi à le faire bouger. En revanche, l'homme qui applique cette leçon respire, se tait et observe. Il ne réagit pas parce qu'il sait qu'en le faisant, il donnerait le pouvoir de son esprit à l'autre. Cette pause est l'arme secrète qui désarme l'adversaire et élève ton respect devant tous. Ne confonds pas la pause avec la faiblesse. La pause n'est pas une reddition, c'est une stratégie. C'est la distance qui te permet d'analyser clairement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Marc Aurèle le comprenait. Il disait que celui qui se met en colère pour ce que font les autres se punit lui-même. Chaque réaction impulsive est une blessure que tu t'infliges toi-même. La pause, en revanche, est à la fois un bouclier et une épée. Elle te protège de tomber dans les provocations et te donne l'avantage de répondre depuis la sérénité. Dans la vie réelle, cela se pratique dans la simplicité. Avant de répondre à un message qui t'agite, arrête-toi. Avant de discuter à cause d'un malentendu, respire. Avant de te laisser emporter par l'anxiété d'un problème, observe la situation de l'extérieur. Cette pause de quelques secondes peut faire la différence entre ruiner une relation ou la renforcer, entre perdre le contrôle ou le gagner pour toujours. L'homme qui s'habitue à faire une pause avant d'agir construit un caractère inébranlable, projette du respect et génère de la confiance. Le monde est plein d'hommes qui se laissent emporter par l'impulsion. Ils sont prévisibles, faciles à manipuler, n'importe qui peut les sortir de leur centre avec quelques mots. Mais l'homme qui apprend à faire une pause devient une énigme. Personne ne sait ce qu'il pense, personne ne parvient à le briser facilement. Et ce mystère ne le protège pas seulement, il le rend également attrayant, car il transmet que rien d'extérieur ne le domine. Faire une pause avant de réagir, c'est entraîner l'esprit à ne pas être l'esclave du moment. C'est te rappeler que ta force réside dans le choix de ta réponse, et non dans l'obéissance à l'émotion immédiate. Chaque fois que tu réussis à faire une pause, tu gagnes du terrain sur toi-même et tu montres clairement aux autres que tu n'es pas un homme ordinaire, que tu es maître de ta volonté. Cette calme implacable est celle qui inspire le respect et l'admiration, car elle montre que ton pouvoir ne dépend pas de crier plus fort, mais de rester ferme lorsque tous les autres se brisent. Un homme qui fait une pause avant de réagir ne contrôle pas seulement sa vie, il contrôle aussi la façon dont les autres le perçoivent. Et c'est là que commence la véritable transformation. Dans ce petit instant de silence qui révèle ta grandeur, c'est pourquoi c'est important. 2. Maîtrise ta validation interne. L'homme qui dépend de l'approbation externe vit comme un acteur piégé sur une scène où il a toujours besoin d'applaudissements pour se sentir vivant. Chaque geste, chaque mot, chaque décision est dirigée vers le public, pas vers son essence. Et le jour où le public se tait, il s'effondre parce qu'il n'a jamais appris à se soutenir sur ses propres fondations. C'est la condamnation de celui qui cherche constamment la validation. Sa vie ne lui appartient pas, elle est hypothéquée au jugement et aux caprices des autres. Le stoïcisme enseigne la leçon contraire. La véritable force naît à l'intérieur, dans cette voix silencieuse qui confirme ta valeur même si personne d'autre ne la voit. Marc Aurèle disait que l'opinion d'autrui ne change pas la réalité, qu'un homme doit vivre selon sa propre nature et non selon les applaudissements ou les critiques qu'il reçoit. Ce principe est celui qui sépare les forts des faibles. Le faible a besoin d'être reconnu pour se sentir suffisant. Le fort se reconnaît lui-même et cela le rend impénétrable. Observe la vie quotidienne. Tu es au travail et tu accomplis ta tâche avec excellence, mais personne ne le remarque. Le faible se plaint, il sent que son effort n'a servi à rien. Le fort s'en va tranquille parce qu'il sait qu'il a fait ce qui est juste et cela suffit. Dans une relation, il en va de même. L'homme insécurisé exige constamment des preuves d'affection, cherche des preuves de sa valeur. L'homme avec une validation interne n'a pas besoin de mendier ses signes, car sa certitude ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Cette différence est celle qui génère l'attraction.
l'indépendance émotionnelle sera toujours magnétique. Maîtriser la validation interne ne signifie pas se fermer au monde ni mépriser toute opinion, mais mettre chaque chose à sa place. Tu peux écouter les critiques et les éloges, mais tu ne donnes ton identité à personne. Le véritable respect ne naît pas des applaudissements, mais du respect de tes principes, même si personne ne les reconnaît. La société est pleine d'hommes fragiles, qui semblent sûrs d'eux tant qu'on les loue, mais qui s'effondrent face à une critique. Leur valeur est aussi volatile que le vent. La pratique quotidienne est la clé. Respecte tes promesses, même si personne ne te regarde. Maintiens ta discipline, même si personne ne te félicite. Lève-toi tôt, entraîne-toi, travaille en silence, étudie, fais ce qui est juste sans attendre de reconnaissance. Cet exercice constant renforce le muscle de la validation interne. Le sentiment de dignité se multiplie lorsque tu sais que ta vie est construite sur ton jugement, pas sur celui des autres. Et le curieux, c'est que lorsque tu atteins cette solidité, les autres le remarquent et te respectent davantage, parce qu'ils voient un homme qui n'a pas besoin d'être soutenu. Cette fermeté projette un type de confiance impossible à falsifier. Ce n'est pas l'arrogance de celui qui se vante, ni la suffisance de celui qui exige de la reconnaissance. C'est le calme de celui qui sait qui il est. Ce calme inspire le respect et attire l'attention sans effort. La paradoxe se réalise. Moins tu cherches l'approbation, plus tu reçois d'approbation, parce que le monde reconnaît la rareté de quelqu'un qui ne dépend pas du regard d'autrui. Maîtriser la validation interne, c'est déclarer l'indépendance émotionnelle et couper les chaînes invisibles qui attachent la majorité. C'est arrêter de demander la permission de te sentir précieux. C'est construire un caractère qui se mesure par des principes, pas par des applaudissements. Et quand tu le fais, tu cesses d'être un acteur sur une scène étrangère et tu deviens le propriétaire absolu de ta vie. C'est ce pouvoir qui te rend admirable, attirant et surtout impossible à briser. 3. Fais du silence ton outil de respect. Le silence est comme une épée dans son fourreau. Il ne fait pas de bruit, il ne se montre pas ostensiblement. Mais tout le monde sait qu'il est là, et qu'au moment opportun, il peut couper plus profondément que 1000 mots. Dans un monde où la plupart des gens ne savent pas se taire, où tout le monde veut donner son avis, réagir et montrer sa supériorité à travers le bruit, l'homme qui maîtrise le silence devient une présence impossible à ignorer. Le respect ne naît pas toujours de ce que tu dis, il naît souvent de ce que tu choisis de ne pas dire. Celui qui répond à chaque provocation par des cris perd de l'autorité. Celui qui a besoin de se défendre tout le temps montre son insécurité. Le silence, en revanche, communique le self-control. Il transmet que ton esprit ne se brise pas sous la pression du moment. Le stoïcisme enseigne que les mots doivent être utilisés avec précision, comme des flèches, pas comme des tirs en l'air. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche, parce que nous devons écouter 2 fois plus que nous parlons. Pratiquer le silence stratégique, c'est cultiver la discipline mentale, c'est résister à la tentation de réagir instantanément et montrer que ta force intérieure est plus grande que n'importe quelle provocation. Dans la vie réelle, cela se voit au quotidien. Tu es au milieu d'une dispute familiale, tout le monde élève la voix, chacun veut s'imposer. L'homme ordinaire crie plus fort pour être entendu, il pense que c'est ainsi qu'il gagne. L'homme stoïque se tait, écoute, observe et attend. Et quand il parle, il le fait avec des mots mesurés qui changent le cours de la conversation. Cette différence est ce qui génère le respect. Tu ne parles pas beaucoup, mais quand tu le fais, tout le monde prête attention. Le silence projette aussi du mystère. Dans les relations, celui qui révèle toujours tout ce qu'il pense et ressent perd de son magnétisme parce qu'il ne laisse rien à découvrir. En revanche, celui qui sait garder le silence maintient une aura d'intrigue qui attire. Il ne s'agit pas d'être froid, mais de ne pas tout donner tout de suite, de permettre que ta présence pèse plus que tes mots. C'est ce qui captive ceux qui t'entourent, parce que tout le monde ne peut pas te déchiffrer. Apprendre à utiliser le silence nécessite de la pratique. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, fais une pause, respire,
et ne tombe pas dans le piège de répondre immédiatement. La prochaine fois que tu seras en réunion, au lieu de parler pour impressionner, écoute, analyse et parle seulement quand tu as quelque chose qui apporte vraiment. Chaque fois que tu choisis le silence, tu envoies un message clair. Ton énergie et ta parole ont de la valeur. Elles ne sont pas gaspillées. L'homme qui fait du silence son outil de respect se distingue dans n'importe quel contexte. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour être pris au sérieux. Il n'a pas besoin de s'expliquer davantage pour être compris. Son contrôle parle plus fort que n'importe quel argument. Et ce calme inconfortable, cette maîtrise de l'espace sans besoin de bruit, c'est ce qui fait la différence entre l'homme ordinaire et l'homme qui inspire l'admiration. Le silence bien utilisé n'est pas vide, c'est présence. C'est le rappel que tu n'as rien à prouver à personne, que ta valeur ne se mesure pas par le nombre de mots que tu prononces, mais par la fermeté avec laquelle tu choisis quand parler et quand te taire. Le véritable respect ne s'obtient pas en criant plus fort, il s'obtient lorsque ton silence pèse plus que les mots des autres. C'est la force que peu de gens maîtrisent et que tout le monde reconnaît. 4. Entraîne ton esprit tous les jours. L'esprit ressemble à un muscle caché. Tu ne le vois pas devant le miroir, comme les bras ou la poitrine, mais il détermine ta véritable force dans la vie. Si tu ne l'entraînes pas, il s'atrophie, devient faible, vulnérable et facile à manipuler. Si tu l'exerces avec discipline, il devient ta plus grande arme, capable de résister à des pressions, des tentations et des coups qui détruiraient n'importe qui. Un homme qui n'entraîne pas son esprit est à la merci de ses émotions, de l'opinion des autres et de la routine qui l'entraîne. Un homme qui le fait projette le respect, l'attraction et la sécurité parce qu'il transmet le contrôle dans chaque geste et chaque mot. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à réfléchir, il s'agit d'entraîner l'esprit tous les jours comme un guerrier prépare son épée. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas pour que les autres le lisent, mais pour renforcer ses principes, pour se rappeler ce qui compte vraiment et pour garder son esprit fort face à l'adversité. Cette habitude est un entraînement constant, comme soulever des poids invisibles qui renforcent le caractère. Entraîner l'esprit, c'est s'arrêter pour observer les pensées, questionner les émotions qui apparaissent et choisir comment agir plutôt que de se laisser emporter. La plupart des gens vivent en pilote automatique, réagissant sans penser, et cela les condamne à répéter les mêmes erreurs. L'homme qui entraîne son esprit s'arrête, analyse, décide et agit avec intention. Cette différence le sépare de la masse. Il existe de nombreuses façons pratiques d'exercer l'esprit tous les jours. La méditation est une salle de sport silencieuse, où tu apprends à voir tes pensées sans te laisser dominer par elles. L'écriture est un autre exercice, un miroir dans lequel tu reconnais tes progrès et tes échecs avec une brutalité honnête. La lecture disciplinée nourrit ton jugement, t'expose à des idées plus grandes que tes problèmes quotidiens. Chacune de ces pratiques est un entraînement invisible qui renforce ton intérieur bien plus que toute reconnaissance externe. Dans la vie réelle, cet entraînement se remarque lorsque la crise survient. L'homme qui n'a jamais exercé son esprit se brise sous la pression, se laisse dominer par la peur et la colère. L'homme qui l'a entraîné reste serein, pense clairement et agit fermement alors que tous les autres paniquent. Cette sérénité inspire le respect et l'attraction, car elle révèle que ta force ne dépend pas de circonstances extérieures, mais d'un centre solide que tu as cultivé jour après jour. Il ne s'agit pas de consacrer des heures interminables, mais de constance. 10 minutes de réflexion par jour, quelques instants de méditation, l'habitude d'écrire ou de lire même si personne ne le remarque. Cet entraînement accumulé transforme ton esprit en une forteresse. Et le plus curieux, c'est que plus tu appliques de discipline, plus tu deviens libre, car tu n'es plus l'esclave de l'émotion ou de l'impulsion. Entraîner ton esprit tous les jours, c'est construire un bouclier contre le chaos. C'est la différence entre vivre comme une feuille emportée par le vent ou comme un arbre qui reste ferme, même dans la tempête. C'est un travail silencieux, invisible, mais avec des résultats que tout le monde perçoit. Et à la fin, cette force mentale
et ce qui transforme un homme ordinaire en quelqu'un respecté, admiré et difficile à ignorer. Parce que la véritable force ne réside pas dans les muscles visibles, mais dans l'esprit qui sait les dominer tous. 5. Contrôle ce qui est entre tes mains et lâche le reste. S'accrocher à ce que tu ne contrôles pas est comme essayer d'arrêter une tempête avec tes mains nues. Tu cries, tu te désespères, tu te bats contre le vent et la pluie, mais rien ne change. Tu finis seulement épuisé et trempé. C'est ainsi que vivent beaucoup d'hommes, s'épuisant pour ce qui n'a jamais été sous leur contrôle, les opinions des autres, les décisions d'autrui, la chance, le passé ou le futur. Dans cette lutte absurde, ils perdent de l'énergie, ils perdent du respect et finissent par montrer de la faiblesse parce qu'ils livrent leur paix à ce qu'ils ne pourront jamais gouverner. Le stoïcisme enseigne une vérité simple mais dure. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne le font pas. Les premières exigent ta discipline, les secondes ton acceptation. Épictète le répétait comme une loi. Ne gaspille pas ta vie sur ce qui n'est pas sous ton contrôle. Et bien que cela semble évident, la plupart tombent encore et encore dans le piège de se soucier de l'inévitable. L'homme qui apprend à distinguer cette frontière se libère, car il concentre toute sa force sur ce qu'il peut changer. Pense à un exemple concret. Tu es au travail et ton patron prend une décision injuste. Tu peux crier, tu peux t'obséder par son attitude, mais rien de tout cela ne changera le fait. Ce qui est entre tes mains, c'est ta réponse, ton effort, ton professionnalisme, ta stratégie pour grandir ou changer de place. Autre cas, dans une relation, quelqu'un décide de s'éloigner. Tu ne peux forcer personne à rester, mais tu peux choisir comment prendre soin de ta dignité, comment te reconstruire et comment continuer à avancer sans traîner de chaîne. Contrôler ce qui est entre tes mains signifie prendre une responsabilité absolue de tes actes, de tes pensées et de ton caractère. Lâche le reste car cela ne sert à rien de le porter. C'est comme distinguer entre le gouvernail du bateau et la force de la mer. La mer ne sera jamais à toi, mais le gouvernail oui. Et si tu sais le manier, même la tempête la plus violente peut te conduire à bon port. L'homme qui s'obsède à dominer l'extérieur se perd. Celui qui maîtrise son gouvernail trouve toujours son chemin. La société est pleine d'hommes qui livrent leur énergie au bruit. Ils se fâchent à cause de la politique, du climat, de ce que les autres pensent sur les réseaux sociaux, de 1000 choses qu'ils ne pourront jamais contrôler. Cette attitude ne montre que de l'insécurité et de la faiblesse, car elle démontre que leur état intérieur dépend de forces externes. L'homme stoïcien fait le contraire. Il filtre, analyse et décide d'investir son énergie dans ce qu'il peut vraiment changer. Cette attitude le rend respecté, car sa sérénité ne se brise pas face à l'inévitable. Pratiquer cette leçon exige de la discipline. Chaque fois que quelque chose te frustre, demande-toi: cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, laisse tomber. Si la réponse est oui, agis immédiatement avec fermeté. Cette habitude crée un esprit clair, une présence forte et une énergie qui inspire confiance. Les autres remarquent quand quelqu'un ne se fatigue pas pour ce qu'il ne peut pas contrôler. Ils le voient comme un homme sûr de lui, avec des priorités claires et un calme qui est magnétique. Contrôler ce qui est entre tes mains et lâcher le reste, c'est te libérer du poids inutile. C'est vivre avec concentration, avec force et avec respect de soi. C'est comprendre que le chaos du monde ne s'arrêtera jamais, mais que ta sérénité ne dépend que de toi. Et quand tu parviens à incarner cette vérité, tu cesses d'être un homme ordinaire pris dans des luttes inutiles et tu deviens quelqu'un qui maîtrise sa vie, quelqu'un qui projette de la fermeté même au milieu de la tempête. 6. Projette la sérénité au milieu du chaos. Marcher parmi le bruit du monde est comme traverser un marché bondé. Des voix qui crient, des disputes de tous côtés, chacun essayant de s'imposer sur l'autre. Dans ce scénario, la plupart sont contaminés, élèvent la voix, accélèrent le pas, perdent leur calme et deviennent une partie du désordre. Mais l'homme qui conserve la sérénité au milieu du chaos se distingue comme une tour à l'horizon, ferme, immobile, impossible à ignorer.
Cette présence devient un aimant, car elle transmet quelque chose que les autres ne savent pas expliquer, mais qu'ils ressentent, la sécurité. La sérénité ne signifie pas l'indifférence ou la faiblesse, elle signifie le contrôle absolu de soi-même lorsque tous ceux autour de vous perdent le leur. Marc Aurèle a affronté des guerres, des trahisons et des pandémies, et pourtant dans ses écrits, il répétait l'importance de garder l'âme tranquille face à l'inévitable. Regarde la vie réelle. Un problème surgit au travail, tout le monde est désespéré, personne ne sait quoi faire. L'homme ordinaire crie, distribue des reproches, se laisse consumer par la pression. L'homme stoïcien garde la voix ferme, observe avec clarté et prend des décisions froides. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il comprend que la panique ne résoudra jamais rien. Il en va de même dans les relations. Lorsqu'une dispute éclate, la plupart répondent par des cris et des reproches. Celui qui projette la sérénité, en revanche, baisse le ton, écoute, répond calmement et, sans le dire, montre qu'il est le seul en contrôle. Cette attitude non seulement gagne le respect, mais aussi génère de l'attraction. La sérénité est contagieuse. Dans un groupe dominé par le chaos, le calme d'une seule personne peut changer toute la dynamique. C'est la force de l'homme qui a entraîné son esprit et son caractère. Il n'a pas besoin de s'imposer par la force brute ou par des discours interminables. Sa seule manière d'être devient un message puissant. Rien ne peut le renverser. Cette stabilité est rare, et c'est pourquoi elle est précieuse. Pratiquer la sérénité nécessite une discipline constante. Commence par les petites choses. Lorsque quelqu'un te provoque dans la rue, ne réponds pas par l'agression, réponds avec retenue. Lorsqu'un plan ne se déroule pas comme prévu, ne perds pas le contrôle, adapte ta stratégie. Lorsque tu fais face à un échec, ne t'effondre pas, évalue calmement ce que tu dois améliorer. Chaque fois que tu choisis de maintenir la sérénité dans des situations mineures, tu renforces le muscle qui te permettra de le faire lorsque la véritable tempête arrivera. La plupart confondent le bruit avec le pouvoir, mais le respect naît du contraire. Le calme ferme intimide plus que les cris, car il montre que rien d'extérieur ne réussit à te secouer. Cette tranquillité projette la grandeur et suscite l'admiration même chez ceux qui ne partagent pas ta façon de voir la vie. L'homme serein n'a pas besoin de se défendre à chaque instant. Il n'a pas besoin de réagir au premier coup. Sa retenue devient un bouclier invisible qui le protège de la manipulation et de la provocation. Projeter la sérénité au milieu du chaos n'est pas une pause. C'est un entraînement interne qui se remarque dans la façon de regarder, de parler et d'agir. C'est se rappeler à chaque instant que tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais bien ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est la différence entre être emporté par le courant ou être le rocher que le courant contourne sans pouvoir bouger. Cette sérénité est celle qui transforme un homme ordinaire en une figure respectée, admirée et difficile à oublier. Tu dois le comprendre. 7. Construis le respect à travers des actions, pas des mots. Les mots ressemblent à de la fumée qui monte rapidement et se dissipe avec le vent. Pour un instant, ils peuvent impressionner, ils peuvent remplir l'air de promesses et de bonnes intentions, mais tôt ou tard, ils s'évanouissent et révèlent ce qui reste vraiment, tes actions. L'homme qui parle trop et agit peu perd de l'autorité, car il montre que sa voix n'a pas de poids. En revanche, celui qui accomplit en silence, celui qui laisse ses actes parler pour lui, devient quelqu'un d'impossible à ignorer. Le respect ne se mendie ni ne se réclame, il se construit jour après jour avec ce que tu fais. Marc Aurèle n'a pas écrit des méditations pour convaincre les autres, mais pour se rappeler à lui-même comment vivre. Sa grandeur ne venait pas de ses discours, mais de la manière dont il gouvernait avec discipline en temps de chaos. C'est l'enseignement que le stoïcisme offre. Les mots sont des outils, mais le caractère se révèle dans l'action. Dans la vie quotidienne, cela se remarque immédiatement. L'homme qui promet de changer, qui dit qu'il sera discipliné, mais ne le fait jamais, devient invisible. Ses mots perdent de la valeur, ses relations s'usent et personne ne le prend au sérieux.
celui qui se lève tôt et travaille en silence, celui qui fait ce qu'il a dit même si personne ne le regarde, gagne du respect sans avoir à le demander. Parce que les autres voient que sa parole est soutenue par des actes et cela génère de la confiance. Les actions sont le terrain où l'authenticité est testée. Tu peux parler de force, mais si tu exploses facilement, tu contredis ton discours. Tu peux dire que tu valorises la loyauté, mais si tu trahis dans les petites choses, ta parole n'a pas de valeur. Le respect se gagne lorsque ce que tu fais reflète ce que tu dis. Cette cohérence est rare, c'est pourquoi elle attire et distingue. Construire le respect avec des actions ne signifie pas faire de grandes choses tous les jours, mais maintenir la cohérence dans les petites choses. Respecter les horaires, être ponctuel, entraîner ton corps et ton esprit, prendre soin de ton environnement, tenir parole. Chaque détail compte et forme l'image que les autres ont de toi. L'homme qui est constant dans la vie quotidienne projette de la sécurité dans les grandes choses, car il démontre de la discipline et du caractère. Le stoïcisme enseigne à vivre selon des principes, pas selon des discours. Épictète disait de ne pas dire que tu es un philosophe, mais de vivre comme un. La même chose s'applique ici. Ne dis pas que tu es fort, montre ta force quand la vie te frappe. Ne dis pas que tu es serein, montre-le quand quelqu'un te provoque. Ne dis pas que tu es discipliné, laisse ta routine le prouver. Les mots sont nécessaires, mais ils ne doivent jamais être le fondement de ton respect. Le véritable respect naît de l'action constante, de ce silence qui laisse une trace, de cette discipline que les autres observent sans que tu aies besoin de l'annoncer. Et le plus curieux, c'est que lorsque tu construis le respect à travers ce que tu fais, tes mots commencent aussi à avoir plus de valeur, car tout le monde sait qu'ils viennent de quelqu'un qui les soutient par des actes. Un homme qui construit le respect avec des actions se distingue partout. Il n'a pas besoin d'impressionner, il n'a pas besoin de se justifier. Sa seule présence communique du sérieux. Et cette autorité ne peut pas être falsifiée. Elle se gagne avec le temps, avec la discipline et avec la cohérence. C'est le type de respect qui ne s'effondre pas face à la critique, car il ne dépend pas de ce que tu dis, mais de ce que tu fais chaque jour. C'est la base qui fait d'un homme une figure solide, admirée et respectée par ceux qui l'entourent.